Ah ben, tout ce que je peux faire pour toi. C'est moi qui étais enterré la première fois, justement. Mais il a fallu s'en aller. Je t'ai laissé sur place. Ensuite, ton corps a été transplanté ici. Alors, ben, je te salue une fois de plus. Tu es un homme brave, un homme bien. Et tu as tué pas mal d'Allemands avant de mourir, avec ton fusil mitrailleur. Ouais. Avant d'être tué, je sais pas, c'était un sniper ou une mitrailleuse, m'a tué une balle entre les deux yeux. Cela fait plus de 20 ans qu'année après année, sous l'impulsion des militants et des hommes politiques, on écrit page par page ce qui a été volontairement ou involontairement les chapitres d'une partie de l'histoire oubliée. Au fil du temps, contrairement à d'autres commémorations, le nombre de participants à la commémoration de la bataille de Gembloux augmente, alors que la moyenne d'âge, elle, diminue. C'est là un signal fort qui manifeste que la mémoire, après des années de coma, se réveille enfin. La nécropole militaire française de Chastres devient le lieu de rencontre et de recueillement. Un aide-mémoire qui nous rappelle que des soldats marocains, algériens, tunisiens, sénégalais sont venus de loin pour aider les Européens contre le nazisme et le fascisme et que la plupart ont payé de leur vie la démocratie et la liberté dont on bénéficie ici aujourd'hui. Mais comment sont-ils arrivés à Gembloux ? Bien que l'on en parle peu, il faut souligner que ce n'est pas la première fois que des soldats marocains sont venus se battre ici en Belgique. De Marokkanen in de oorlog, dan denkt men altijd aan de Tweede Wereldoorlog. Gembloux, wat dat heel belangrijk was natuurlijk, daar gaat het niet over. Maar men vergeet ook dat ze in de Eerste Wereldoorlog al aanwezig waren. Je moet weten, er werd met koloniale troepen gevochten van aan de Franse kant. En daar waren heel veel Noord-Afrikanen bij en heel veel Marokkanen dus. En die werden ingezet aan de Somme, maar die zijn ook naar Frans-Vlaanderen en tot in Vlaanderen zelf geweest. En daar zijn een paar belangrijke veldslagen geweest waar ze aan deelgenomen hebben, onder andere in Vimy, Wime, vroeger in het Nederlands, dat is bij Atrecht, Arras, in Frans-Vlaanderen. Daar hebben ze een zeer belangrijke overwinning behaald op de Duitsers, die de Franse legerleiding zelfs niet verwacht had. En daardoor dat het kwam dat ze geen troepen klaar hadden om te profiteren daarachter van die overwinning. En op die plek is trouwens daarna door de Marokkaanse koning in der tijd een heel mooi monument gezet voor de Marokkaanse divisie die daar gevochten heeft. En dan zijn ze nog verder doorgetrokken naar het kanaal Yper-IJzer bij Brikschoten. Ze hebben ook aan de beruchte Hill 60 in Zinnebeke gevochten. En daarna zijn ze tot aan Lombardszijde en Nieuwpoort gegaan. Dat is een stuk dat vergeten is, ook omdat we eigenlijk weinig begraafplaatsen hebben van Marokkanen. Eigenlijk is er maar eentje en dat is in Veurne, in wat dat men het Ossuaire Français noemt, aan de Vestingstraat. En dat is men nu blijkbaar compleet vergeten. Pour ce qui est de Gembloux, tout a commencé le 1er septembre 1939 avec l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie. Ce qui ne devait pas arriver, arriva. La France et l'Angleterre déclarèrent donc la guerre à l'Allemagne nazie, puisqu'à part quelques escarmouches au long des frontières, rien ne se passa. On l'appela d'ailleurs la drôle de guerre, pendant que les généraux allemands développaient une nouvelle stratégie de guerre blitzkrieg, à savoir guerre éclair. Des nouvelles armes, les Anglais et les Français renforçaient leur armement et allaient se ravitailler en soldats chez les pays amis. Tous ces pays amis étaient des pays soit colonisés comme l'Algérie et le Sénégal, soit sous protectorat comme le Maroc ou encore la Tunisie. Alors, comment expliquer que des pays sous occupation aillent au secours de l'occupant? Simplement
parce qu'en échange, il y avait l'espoir d'une indépendance. C'était du donnant-donnant, en parole tout au moins, puisque la France avait déjà formé une armée pour maintenir l'ordre dans les pays amis. Mais cette armée n'était pas assez forte en nombre pour garder l'ordre au pays et aller se battre en Europe. Il fallut donc faire appel au recrutement. Lorsque l'armée française était engagée aux côtés d'un certain nombre d'autres pays contre l'Allemagne nazie, le roi du Maroc, Sa Majesté le roi Mohamed V, avait bien sûr demandé au peuple marocain de soutenir, bien sûr, la France dans sa lutte contre le fascisme et le nazisme, qui étaient en contradiction totale avec les valeurs que portait le Maroc, et ce malgré le fait que nous étions sous protectorat français et que nous combattions la France, bien sûr, pour recouvrer notre indépendance. Et c'est ça qui fait la spécificité du Maroc et la grandeur de ce Maroc à travers cette démarche qui a amené des milliers de Marocains à mourir sur le sol européen pour défendre la liberté, pour défendre l'égalité, pour défendre la justice et la démocratie. L'appel à la coopération de feu Mohamed V fut lancé le même jour que la déclaration de guerre, le 3 septembre 1939. On peut y lire, et je cite, « À partir de ce jour et jusqu'à ce que les étendards de la France et de ses alliés soient couronnés de gloire, nous devons lui assurer un concours sans réserve, ne lui marchander aucune de nos ressources et ne reculer devant aucun sacrifice. » Et le premier qui faillirait au devoir élémentaire de cette reconnaissance serait indigne de nos ancêtres et enfreindrait les ordres du Créateur qui a imposé le devoir de la reconnaissance et celui de nous éloigner des ingrats. Fin de citation. À propos de la manière dont s'est déroulé ce recrutement, les avis diffèrent parmi les soldats enrôlés. Il y eut des professionnels et d'autres qui furent forcés, soit par la misère, soit par le marzen, soit par l'occupant. Il y aura des arrangements, des deals officiels, certains officieux. Et donc ce qui se passe, c'est que tous ces hommes, donc, il y aura des appels, ce sont les sultans, les chefs d'État qui vont lancer des appels, et comme il n'y aura toujours pas d'enthousiasme, on va faire appel à l'enrôlement forcé. Voilà pourquoi vous aurez entre 60 à 70% d'enrôlement forcé. Ça, on n'en parle pas. On ne peut pas en parler. C'est pas possible. On ne peut pas dire qu'on a recruté des gamins pour aller combattre dans des conditions difficiles. Mais c'est une donnée qui est fondamentale. C'est des gens qui s'engageaient parce qu'il fallait nourrir leur famille. Ils ne s'engageaient pas nécessairement par un patriotisme quelconque vis-à-vis de la France, mais parce qu'il fallait nourrir sa famille. Il y avait aussi le port d'une uniforme. Ce sont des gens très fiers. Les soldats marocains, en général, sont des gens qui se respectent et qui ont je dirais un adjuvant, en tout cas moral, très important quand ils portent une uniforme. Ils sont partis de Marrakech, de Knetra et de Meknès et de Taza. Ça, c'est les grands quartiers au Maroc de l'armée française. Puis on prend le train à Machin, Casablanca. Alors, on est passé par toutes les villes du nord du Maroc. On arrive en Algérie, Sidi Bel Abbès, Oran. Ah, on prend le bateau. Bon. Alors on monte sur le bateau, 2000 sur le même bateau. Enfin, on arrive à Marseille, sous la pluie. On dit voilà la France. Oh là 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 là. Avec la pluie qui nous a, on arrive à dire on n'a pas vu de pluie, nous. On prend le train, puis on monte vers le nord. Dans l'est de la France, en Alsace-Lorraine, où les combats avaient lieu déjà avec l'armée allemande, et ils ont passé l'hiver 39-40 dans les montagnes. Pendant ce temps, sur terre, la drôle de guerre se poursuivait, alors qu'en mer, les combats des belligérants étaient très actifs. Tout changea le 10 mai. Pour envahir la France, l'armée allemande devait passer par la Belgique, la Hollande et le Luxembourg. Les responsables militaires belges et alliés s'attendaient à une invasion allemande aux environs de Liège. En quelque sorte, une adaptation du plan Schlieffen-Moltke de 1914. Dans cette perspective, le fort d'Ebenemal sera un atout de grande importance pour le système de défense. Comme la mission de la division marocaine a changé, en ce sens qu'elle ne se bat plus en Alsace, mais qu'elle va devoir se battre en Belgique, elle est ramenée dans les environs de Bavay. Suivant leur stratégie blitzkrieg, vitesse et surprise qu'ils avaient expérimentée en Pologne, les Allemands attaquèrent là où on ne les attendait pas le fort d'Ebenemal, jugé par les experts du monde entier comme imprenable et qui au pire pouvait résister
au moins 6 jours. Sans déclaration de guerre, 11 avions allemands, les Junkers Ju-52-3M, décollent de l'aéroport de Cologne, direction la Belgique. Ils remorquent chacun un planeur DFS 230 où a pris place un commando d'élite de 90 soldats armés jusqu'aux dents. Et puis à l'approche de la frontière néerlandaise, les avions lâchent leurs planeurs. Ceux-ci survolent silencieusement le Limbourg néerlandais avant d'atteindre leur but, le fort d'Ebenemal. Les défenseurs du fort qui vivaient depuis 8 mois une guerre sans guerre perdirent leur vigilance et ne réagirent que bien tardivement. Donc c'était une surprise totale. D'abord, le fait que la Belgique était neutre, le fait qu'on a utilisé des planeurs, et c'était la première fois que des planeurs étaient utilisés pour faire un assaut aéroporté sur un fort, et l'utilisation de la charge creuse, donc un explosif qui a une forme particulière et qui a des effets dévastateurs. Donc il y a eu 3 surprises au même endroit, ce qui a permis aux troupes allemandes de neutraliser le fort en l'espace d'une demi-heure et aussi de prendre, aussi à l'aide de planeurs, 3 ponts sur le canal Albert qui permettaient de faire passer toutes les divisions blindées allemandes. 3h30 après la violation du territoire belge à la demande du roi Léopold II, la France, qui garantissait la neutralité de la Belgique, donna l'ordre à son armée installée à la frontière belge d'aller à la rencontre des Allemands. Les Allemands bombardaient méthodiquement même les petites villes et villages ne présentant aucune valeur militaire, non dans le but de tuer, mais tout simplement pour pousser les habitants à quitter leurs abris et à fuir sur les routes, entravant ainsi l'avance des troupes allemandes. La prise d'Ebenemal et du canal Albert par les parachutistes allemands a obligé l'état-major français à les faire avancer le plus vite possible en camion. Lorsque j'ai interrogé les rares survivants français, ils m'ont tous dit « Nous ne sommes pas soldats français, nous sommes tirailleurs marocains ». Dans le sens où les soldats français qui font partie de ces régiments, et notamment de la première division marocaine, qui est constituée du 5e régiment de tirailleurs, 7e régiment de tirailleurs et 1er régiment de tirailleurs marocains, ne sont plus tout à fait français. Vous comprenez ce que je veux dire? Et les Marocains ne sont plus tout à fait marocains. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à avoir une symbiose. Pourquoi? Parce que l'IOT ordonne aux officiers français d'apprendre la langue arabe. Et donc il y a une symbiose qui commence tout doucement à se créer. On nous parle que c'était des patriotes, ça ne pouvait pas être des patriotes, puisque ce sont des gens qui vivaient, je le disais, dans des zones très très reculées, qui étaient à des années-lumière du fascisme et des guerres et tout ça. Par contre, progressivement, ils vont s'approprier cette guerre. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a plusieurs bataillons, donc, dont le 7e RTM, qui est un des plus importants, qui sera stabilisé donc à Maubeuge, et qui n'aura pas assez de camions pour monter sur Wavre, Gembloux. Et par conséquent, ils vont devoir, pendant 3 nuits, monter à pied. Barda sur le dos, 30 kilos, le long fusil qu'on appelait la canne à pêche, qui était un long fusil. 2 heures après, ils vont devoir combattre contre les Allemands. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'ils vont gagner la première bataille des Alliés de la Seconde Guerre mondiale. Gagner en plus avec du petit matériel, ils ne seront pas équipés, parce que beaucoup auront des costumes de l'armement de la Première Guerre mondiale, contrairement à l'armée allemande, bien évidemment, qui est beaucoup plus importante, plus sophistiquée, qui a une aviation, qui a des blindés. Et donc, du coup, voilà, c'est un fait d'armes qui fait que donc l'ennemi va être stoppé, voire va devoir reculer de plus de 10 km. Dans les archives de l'armée française et des armées européennes, on dit qu'effectivement Jean Blouchas est une victoire, peut-être la seule victoire que nos armées ont eue à cette époque. Et donc, oui, c'est une satisfaction sans doute pour les militaires, c'est un constat pour les historiens, mais quel gâchis sur le plan humain. Les tirailleurs marocains arrivent à Gembloux et ils ont une deuxième chance extraordinaire. C'est qu'à Gembloux, il y a une barrière de défense qui n'est pas naturelle, mais qu'on peut appeler naturelle, qui est en fait le chemin de fer. Et donc, des deux côtés du chemin de fer de Gembloux, ce sont des remblais. Et donc, c'est une défense
pas facile, mais c'est une défense extraordinaire pour les tirailleurs marocains acquéris qui sont fatigués, qui sont épuisés. Comme évidemment la ligne de chemin de fer n'est pas anti-char sur tout son parcours, l'obstacle est renforcé par des milliers de mines anti-char, la mine M36, que l'armée française va disposer le long du chemin de fer et vers les voies d'accès. Entre autres, dans le secteur de Jean-Blou, la division marocaine a donc placé plus de 5000 mines anti-char. Donc derrière cet obstacle s'installe la première division marocaine. Le premier régiment de tirailleurs marocains défend Jean-Blou. Le deuxième régiment de tirailleurs entre Jean-Blou et Ernage. Et le 7e régiment de tirailleurs à Ernage. C'est la première ligne de défense parce que dans le système français, il y a une deuxième ligne de défense qui se trouve à quelques kilomètres, ce qu'on appelle la ligne d'arrêt. Les Allemands, c'est la technique de l'hérisson. C'est-à-dire que les Allemands avancent, écrasent tout ce qu'il y a sur leur passage, mais ne s'occupent pas de gauche et à droite. Les Français, qui ont des chars aussi valables que les Panzers allemands, qui sont des Somua, les Renault, qui sont des très très bons chars, malheureusement, eux ont une autre technique, une autre tactique qui va malheureusement pas bien fonctionner, sauf dans le cas des Marocains, on va y revenir, il y a 4-5 chars qui partent à gauche, 4-5 chars qui partent à droite, et puis si tout va bien, on se donne rendez-vous au carrefour. Le problème, c'est que quand il y a 35 chars de l'autre côté, les 4-5 chars ne tiennent pas longtemps. Dès le premier jour des combats, le 14 mai, les deux ponts surplombant la voie ferrée entre Jean-Blou et Ernage resteront intacts pour permettre le recueil des derniers éléments du corps de cavalerie du général Priou, qui depuis le 10 mai menait un combat retardateur en avant de la position d'Isle. Les Allemands se rendent compte tout de suite que la bataille va être différente. On a en fait en face de soi d'excellentes troupes, et dans l'esprit de l'état-major français, il est évident que c'était une division sur laquelle on peut compter. La première bataille initiale, ce sera une bataille d'infanterie. Les Allemands vont lancer toute l'infanterie de la 3e et la 4e division, Panzer Division, à l'assaut de la position de Jean-Blou et de Chasse. Cette division de Panzer était la seule division de Panzer qui avait réellement eu une expérience de combat, puisque c'est cette division de Panzer-là qui a envahi la Pologne et qui écrase d'ailleurs tout sur son chemin, notamment c'est la malheureuse cavalerie polonaise qui va mourir par centaines devant les chars. Et donc ce sont des gens aguerris, ce sont des gens qui ont une expérience du combat, ce sont des types solides. Et ils vont être très très surpris par la résistance des tirailleurs marocains. Ils vont être très étonnés, non pas d'être bloqués, mais tout simplement de ne plus savoir du tout avancer et même de devoir reculer. La journée du 14 sera aussi consacrée par les Allemands à tâter toute la ligne principale de résistance et essayer d'y trouver des failles. Ce à quoi ils n'arriveront pas, sauf peut-être le matin à Ernage, où des chars allemands, une colonne allemande, étant confondus avec des unités du corps de cavalerie en repli, vont pénétrer légèrement dans le dispositif, mais vont être refoulés. Au cœur de la position d'Isle, la division marocaine subissait de lourdes pertes dans des combats allant jusqu'au corps à corps. Le soir du 14, les unités allemandes se replient sur leur ligne de départ du matin. Les Français font sauter les ponts, les deux ponts qui étaient restés ouverts pour recueillir le corps de cavalerie. La barrière se referme. La ligne principale est en état de reprendre le combat. Combat qui reprendront dès le 15 au matin, cette fois, nous sommes le 15 mai, où là, alternativement, la 4e division Panzer et la 3e division Panzer vont s'acharner à passer à l'endroit qui leur paraît le plus plat du terrain tenu par les Français, mais sans y parvenir, sauf dans le courant de l'après-midi, vers le milieu de l'après-midi, où la 3e division Panzer va s'infiltrer près de Perbey et va tenter d'encercler la 1re division marocaine autour de Jean-Blou. Le soir du 15 mai,
les Allemands se repliaient vers le carrefour des 5 étoiles, à Torrambay, au-delà de leur base de départ. Ce repli scellait leur défaite dans cette bataille de Gembloux. La division marocaine avait réussi à contenir l'assaillant au prix de lourds sacrifices. Mais demandons-nous peut-être à ce stade pourquoi, dans la région de Gembloux, au cours de la manœuvre d'Isle, l'armée française résiste et met en échec les unités de pointe et d'élite allemandes, alors qu'ailleurs, bien souvent, le front s'effondre. Eh bien, essentiellement, c'est parce que nous avons affaire ici à une armée de métier. Et je voudrais peut-être revenir sur la division marocaine en particulier. Nous avons affaire à des soldats qui, sous statut de protectorat, doivent être obligatoirement des volontaires. Ils devaient s'engageaient pour des termes de 4 ans, renouvelables. Et à Gembloux, nous avons des gens qui sont à leur 2e, 3e et même 4e terme, donc de 8 à 16 ans de service, dans la même unité, avec les mêmes cadres souvent, le même esprit. Ça forme donc un bloc de résistance morale qui vient s'ajouter à leur technique militaire et qui va faire que, conformément aux ordres, tenir sans esprit de recul, ils savent ce que ça veut dire. Et je voudrais ajouter aussi que parmi les 200 interviews auxquelles je me suis livré sur les anciens, parmi les anciens, jamais un officier de la division marocaine, je l'affirme aujourd'hui, n'aurait donné à un de ces hommes un ordre que lui-même n'aurait pas exécuté, n'aurait pas voulu exécuter car il était trop dangereux. Qu'en était-il de l'arrière-plan de ce recrutement dans l'armée marocaine? Je crois qu'il faut bien distinguer 2 choses. Nous sommes ici en mai 40. C'est l'armée d'Afrique d'avant-guerre. Il n'y a pas eu ici de contrat forcé par les Français pour l'engagement des Marocains. La différence va se produire en 1943 lorsqu'on va créer le corps expéditionnaire français en Afrique du Nord. Là, nous sommes à la fin de la guerre, il faut des moyens, tout va mal, je dirais, mais va commencer à aller bien, que là, il y ait eu des manœuvres forcées pour forcer des jeunes à s'engager dans l'armée en 1943. Là, je n'entre pas dans la discussion, je suis prêt à le reconnaître. Mais ici, en 1940, nous sommes dans l'armée d'Afrique d'avant-guerre. Ce sont des volontaires dévoués à la cause qu'ils défendent sous le drapeau français en toute quiétude. الوالد الله يرحمه كان من الناس اللي قاوموا في معركة جونبلو. كان كيحكي لي على كيفاش حبسوا الألمان في هذيك المنطقة. قال لي on a résisté malgré قال لك le peu de munitions. كيف ما قال لي ماشي لو كوراج كي نو مونكي بهذه العباره. قال لي الكوراج عندنا احنا المغاربه وقفنا ليهم في قراجتهم، احنا ما خليناهمش يعني حبسناهم، ولكن المشكل ديال العده والعتاد ما بقاتش عندنا اللي نواجهوا بها. مدفعيات كتضرب على بعد مسافات طويله وطيارات اللي كتكب عليهم كونافي، وكنا نقدروا نزيدوا نريزيستيو اكثر واكثر. جانا لوردر في نفس الوقت باش اون دوا سو روبليي. هذاك هو اللي وقعنا في الفخ اللي خلى الالمان نالوا منا وخداو قتلوا منا واحد العدد كبير ديال الناس. Ici, le 7e régiment de tirailleurs marocain, c'est vraiment lui qui a reçu le poids de l'attaque le 11 et le 12 mai, et qui ont contre-attaqué le 14 et le 15 au soir. C'était vraiment eux la force de frappe principale du dispositif français.
Et ils l'étaient parce que c'était les meilleurs. La bataille de Gembloux, les 5 jours que les Français ont tenu ici autour de Gembloux, ça a permis le rembarquement de Dunkerque. Ça a permis le rembarquement de Dunkerque et finalement à l'armée anglaise de récupérer un maximum de ses forces et de pouvoir se reconstituer pour réattaquer 4 ans plus tard. S'il n'y avait pas eu Gembloux, il n'y aurait sans doute pas eu Dunkerque. C'est ça qui est très important. C'est ça qu'il faut se dire. D'un point de vue stratégique, Gembloux a vraiment été important et ça a une influence terrible sur la suite de la guerre. Cette cérémonie, en quelque sorte, est devenue un lieu de convivialité, d'amitié, de fraternité, comme on retrouvait sans doute cette fraternité et cette amitié entre les hommes qui combattaient là sur ce terrain pour les mêmes valeurs, le même idéal, qui sont des valeurs universelles quelque part. Le message que nous souhaitons, à travers ces commémorations, à transmettre à l'opinion publique de manière générale et à la jeunesse en particulier, qui va être amenée d'abord à connaître ces faits, à être imprégnée de ces valeurs qui ont fait que ces soldats se sont engagés dans ces guerres, et le pourquoi, bien sûr, de cet engagement, et en même temps, bien sûr, transmettre cette mémoire et les valeurs qu'il apporte. Et c'est tout le sens de la commémoration de ces batailles de Gembloux. À nous, jeunes citoyens européens de demain, parmi ces tirailleurs marocains, il y en a peut-être de nos aïeuls ou de nos grands-pères. Dire qu'il a fallu tant de temps pour apprendre enfin qu'ils sont enterrés ici. Alors, on se pose des questions. Pourquoi ne pas avoir enseigné pour que nous le sachions enfin? On ne refait pas l'histoire, mais les vivants se doivent de la retransmettre aux générations futures. Ces soldats ne sont pas morts pour rien, car nous sommes là aujourd'hui pour nous recueillir sur leur tombe et leur témoigner notre respect. Ils ne sont pas morts pour rien, car ils nous ont tracé la voie à suivre, celle de défendre la liberté, celle aussi de vivre côte à côte avec d'autres dans le respect des croyances et des sensibilités de chacun. Pour la Belgique, par M. Hervé Flao, ministre de la Défense. Halte à la guerre. À cause de toi, l'homme tue son semblable. Halte à la guerre, aujourd'hui, demain et éternellement. Ceux qui m'écoutent maintenant, particulièrement les jeunes, les élèves, quelle que soit votre origine, quelle que soit votre opinion de la vie, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre intelligence, quel que soit ce que vous êtes, retenez bien ceci. Ce qui est extraordinaire, ce n'est pas une question de nationalité, ni de religion, ni de quoi que ce soit, le courage. Le courage, c'est d'avoir le respect des autres. Et donc, vous pouvez avoir le respect de ces tirailleurs marocains, non pas parce qu'ils sont marocains, non pas parce qu'ils sont tirailleurs, mais tout simplement parce qu'ils vous ont montré qu'il est possible, qu'on est capable de vivre et de travailler ensemble quand c'est pour quelque chose qui vaut la peine, quelque chose qui se mérite, quelque chose qui peut vous permettre à vous de progresser dans votre vie. Saïdi Sadati, il ne s'agit pas de rendre hommage à des combattants belges, mais à des hommes venus d'un autre pays ami, certes, mais aussi d'un autre continent, pour défendre notre liberté, souvent au prix de leur vie. L'homme, dans sa plus grande humanité, est capable des plus belles abnégations et des actes les plus courageux quand il s'agit de faire triompher la justice et la paix. Tous les Belges doivent être fiers de ceux qui, par leurs actes,
font définitivement partie de l'histoire de la Belgique. Et c'est pour affirmer que leur sacrifice n'a pas été inutile et surtout n'est pas oublié que nous sommes réunis aujourd'hui. C'est pour la première fois que j'assiste à la célébration de la bataille de Gembloux. C'est un moment émouvant. Ce n'est pas uniquement un geste en direction des morts, mais aussi un geste en direction des jeunes, en direction des nouvelles générations, pour leur dire que l'histoire aujourd'hui nous sert pour mieux comprendre le présent, mais aussi pour préparer notre futur. Et la bataille de Gembloux, elle préfigure un peu cette ouverture vers le monde. Il y a quelque chose là qui a été partagé finalement par plusieurs nationalités, et c'est ce partage-là que l'on tient aussi à commémorer. À l'entrée de Gembloux, à l'entrée de la ville, le long de la voie régionale, la nationale 4, il y a un mémorial qui a été construit, qu'on appelle le mémorial Ems, et c'est vraiment au pied de ce mémorial que chaque année se commémore la bataille, puisque c'est là vraiment que les chars ont été arrêtés. C'est un premier endroit. Il y a un autre endroit qui a beaucoup d'importance, c'est un endroit qui se trouve à Ernage, plus au nord de Gembloux, un village de Gembloux. Le long de la voie de chemin de fer, là aussi les combats ont fait rage, et beaucoup de combattants sont morts, et notamment des combattants marocains. En souvenir de ce sacrifice, la rue la plus proche a reçu le nom de la première division marocaine. C'est un hommage que la ville a voulu rendre aux combattants marocains qui sont venus mourir, pour beaucoup d'entre eux, ici sur le territoire d'Ernage et de Gembloux, et auxquels nous avons voulu rendre hommage à travers ce nom qui a une force symbolique pour nous très importante. Il était dans mes intentions de préparer un projet de résolution déposé au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour inscrire dans les cours d'éducation pour la philosophie et la citoyenneté, et de faire en sorte que par cette résolution, on inscrive tous ces lieux finalement de mémoire où, par essence, il y a l'expression d'une multiculturalité sur base de valeurs. Et en citant comme exemple cette bataille de Gembloux-Chastre et ce lieu de commémoration de Gembloux-Chastre. La proposition du ministre d'État, M. Flao, qui consiste à intégrer cette bataille de Gembloux dans l'enseignement est d'une très grande importance. Parce que c'est la meilleure façon d'inscrire dans la durée et de pérenniser ce type d'événement. Parce que c'est la meilleure façon de perpétuer son utilité au service de la paix, de la solidarité entre les peuples et entre les communautés. Madame, monsieur, si vous voulez vous chanter avec moi. Je vous répété la première fois, la deuxième fois, vous chantez avec moi. Cette petite chanson qui s'appelle La petite ma blonde. Voici. Attends. 2, 3, 4, tous les joisons du monde. Viens pour faire l'oreille, tous les joisons du monde. Viens pour faire l'oreille, dans le jardin, mon père, dans le jardin, mon père. Après le ma blonde, bon, quel fait bon, fait bon. Après le ma blonde, bon, quel fait bon. Avec moi, tous les joisons du monde. Viens pour faire l'oreille, tous les joisons du monde. Viens pour faire l'oreille, dans le jardin, mon père. Fais bon.
عندنا كيف بكينا النار كنشوفوا هادو علاش ماتوا على المغرب. واش ماتوا على اوروبا ولا ماتوا على المغرب؟